surtout l'attente du peuple camerounais aujourd'hui, c'est l'union de certains des partis politiques d'opposition pour sortir une candidature consensuelle. Il faut que les forces politiques aujourd'hui en jeu doivent s'unir, doivent s'entendre pour sortir une candidature consensuelle. Vous pensez que c'est possible une coalition de l'opposition? Oui, nous croyons évidemment de toutes les façons. La coalition de l'opposition, c'est ce que le peuple veut, et la coalition la plus importante est celle du peuple, parce que d'une façon ou d'une autre, le peuple camerounais va se reconnaître et se reconnaît déjà à travers un candidat. Donc il faut venir renforcer ça, renforcer ces liens-là. Et c'est vrai, beaucoup ne croient pas à ça, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a certains candidats qui partent aux élections pas pour gagner, ils partent pour d'autres objectifs visés, tantôt pour empêcher que l'autre avance, tantôt pour préparer les municipales et les législatives, etc., etc. Donc il y a Issa Thirouma, avec le FSNC, préparerait-il une coalition? Bien évidemment, prépare une coalition, ça va, les résultats sortiront. Avec qui? Avec Kamto, comme on a vu sur les photos? On a dit. Vous avez vu la photo de M. Issa Thirouma avec Kamto? Oui, une photo. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais oui, je l'ai vue sur les réseaux sociaux. De toute façon, Bello, Issa et Kamto. De toute façon, le président, le professeur Maurice Kamto est un acteur important de la scène politique camerounaise. C'est ça. Voilà, qu'on le veut ou veut pas, on doit le faire, on doit faire avec, on doit l'accepter tel qu'il est, du point de vue, mais ce que vous devez préciser, politique. Il est un acteur de la scène politique et pas n'importe quel acteur. Peut-être que vous pensez qu'en lui demandant, c'est pas n'importe quel acteur. C'est un acteur qui pèse d'un poids. Absolument, absolument. C'est pour cela que j'ai dit que disant, c'est pas. Là, voilà, c'est un fait qui est établi. C'est un fait qui est établi. Maintenant, on parle des autres acteurs qui sont dans la course à cette présidentielle-là. Donc, il y en a certains qui ont même carrément refusé même. Yoshua aussi a déclaré qu'une coalition n'est pas possible, enfin n'est pas opportune. Oui, bon, non, pour lui, la coalition doit se faire à terme d'idéologie. Parce que la position de Joshua aussi, lui, il veut faire une coalition avec tous les partis politiques ou bien les candidatures qui ont une idéologie socialiste et non, voilà, sinon fédéraliste. Je crois qu'il y a plusieurs candidats qui défendent le fédéralisme. C'est vrai, peut-être qu'il a d'autres objectifs que ça, je n'en sais rien. Mais c'est que nous avons bien proposé le fédéralisme et la reconnaissance de la double nationalité, et reste ouvert. Jusqu'à présent, nous continuons les discussions et nous restons ouverts parce que c'est ça l'attente du peuple, c'est ça l'attente du peuple camerounais en général. Vous avez vu dernièrement la sortie de Garoua, nous étions allés à une visite privée pour aller saluer un deuil à Garoua, mais nous avons été surpris de la marée humaine qui s'est formée de façon instantanée à l'aéroport de Garoua. Et c'est la même chose qu'on essaie de parcourir dans toutes les villes. Ça symbolise donc l'espoir et l'attente du peuple camerounais qu'ils ont à l'endroit de Issa Thirouma Bakary. C'est pour cela que Mme Fadimatou, ça la gêne, ça la dérange, parce qu'elle veut absolument le mariage qu'on ne veut plus, elle veut absolument qu'on doit forcer à être ensemble. Donc il y a la rupture est totale. Nous allons vous sortir dans 49 jours, vous ne serez plus au pouvoir. Soit, croyez-moi, c'est ainsi que c'est cela que ça va arriver dans le 12 octobre. Donc, Serge Alangodon, est-ce que, au vu de la constitution du Conseil constitutionnel, une requête contre l'éligibilité de Paul Biya, ce n'était pas suicidaire, ce n'était pas illusoire? Disons que non, ça n'avait aucune chance d'aboutir. Nous le savons pour des raisons qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici. Bon, maintenant, il faut dire que la construction de l'argumentaire qui conduit à cela était elle-même assez friable, pour dire les choses comme ça, parce que si vous attaquez la constitution physique et la capacité à gouverner de M. Biya,
vous devez être en mesure de soutenir ça par un dossier qui pèse lourd. Vous devez avoir des éléments médicaux, de médecins, avec des contre-expertises, etc. Donc ça, c'était déficitaire dans la démarche de M. Akerimuna. Mais il me semble que, pardon, il me semble que lui-même n'avait pas énormément d'illusions. Mais comme mon ami Dupurs l'a rappelé tout à l'heure, vous avez plusieurs types d'objectifs dans la démarche politique. Il y a aussi simplement de faire du shaming. Donc là, les anglo-saxons appellent ça le shaming. Le shaming, c'est de produire en fait un effet de honte. D'abord, on fait d'abord du naming, donc on dit voilà on fait une protubérance sur la personne Biya et on fait du shaming sur lui pour dire que pour corréler en fait sa personne à la question de son état de santé et créer donc une perception d'incompatibilité avec son ambition présidentielle. Donc de ce point de vue, l'objectif est atteint. Il n'avait pas plus d'ambition que cela, l'objectif est atteint, mais c'est de créer effectivement un effet de dramaturgie autour de l'élément, l'un des éléments qui apparaissent aujourd'hui comme insupportable aux yeux des Camerounais, qui est celui d'une part, la longévité au pouvoir, 43 ans, d'autre part, l'âge du capitaine, qui est celui de 92 ou 93 ans. Donc, effectivement, ces deux éléments-là mis ensemble, c'est pour dire aux Camerounais, si vous n'avez pas d'éléments, on a beaucoup raisonné sur les questions économiques ici, si vous ne voulez pas vous indigner sur la question économique, au moins indignez-vous sur ce terrain-là. Fatima Tominche Bongono, est-ce que c'était... vous aviez eu un certain moment de doutes de ce que la candidature de votre champion soit écartée au regard des arguments avancés par le bâtonnier Akerimuna? Monsieur Boni, tout à l'heure, docteur Essomba a dit que j'ai mal au pied. Moi, je l'ai vu arriver sur son siège, mais le déroulé qu'il a donné, ce n'est pas son cerveau qui est mal. Il a mal au pied, il marche à peine. Mais ce qu'il a dit, s'il vous plaît, non, il marche. Je l'ai vu. Non, il marche. Ouais. Il marche. Vous voulez mentir? Non, mais il marche. Avoir des soucis de santé, M. Boni, si vous en avez honte, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal. En revanche, si votre capacité à vous mettre debout, comme un œuf que j'ai vu en blanc, quelque part, il était habillé de blanc avec le numéro 9, il paraît, il a une casquette, il paraît que c'est celui qui va déloger M. Biya. Et si la capacité de l'individu à répondre à une question au point de perdre son latin et être évasif, c'est par ça qu'on doit juger un homme politique. Vous avez quoi Je crois que Chiruma, j'ai cité quelqu'un, monsieur Boni. Pourquoi vous aimez faire ça? Mais vous faites des descriptions qui... Mais est-ce que j'ai cité quelqu'un? Moi, je suis en train de dire ceci. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est lui? Bon, je ne parlais pas de lui, en fait. Non, dans le droit de la presse... je suis en train de dire ceci. Ouais. On ne doit pas juger. Il est aberrant, il est illusoire de vouloir juger la capacité d'un homme d'État par sa forme physique. Parce que quelqu'un l'avait dit, on ne va pas casser les cailloux à la présidence. C'est tout autre chose. On ne fait pas la politique spectacle où à 70 ans, on court avec un ballon, on dit qu'on va tirer le pénalty. Moi-même, là, au goal, j'arrête le pénalty là. Donc, c'est pour dire quoi? La politique, c'est tout autre chose. La seule chose que je peux reconnaître, M. Akerimuna avait besoin d'une chose. On parle de lui comme vous êtes en train de parler là. Il y avait comme un blague, tu sais que c'est un... Le bâtonnier Akerimuna, quand même, vous le réduisez à ce point? Permettez. Non, moi, non, mais je vous permets pas. Je parle de la politique. Non, je vous permets pas. Je parle de la politique. Oui. Je ne parle pas de l'homme de droit. C'est l'homme politique qui a essuyé un passage à vide. Depuis que mes amis s'y voyagent à Menganga, ils vont à Fumban, ils font le tour du monde. On ne parlait pas de lui. Donc il revient avec son parti Yango, il s'arrête quelque part, il fait des bruits. Vous voilà, on parle de lui. Mais dites-vous, comme disait le docteur Godonc, c'était léger comme argument pour détrôner le sphinx qu'est son Excellence Paul Biya. Et ce qui est important, les agitations, les déclamations. Vous savez, le président disait ces vendeurs d'illusions qui prétendent changer le Cameroun par coup de baguette magique. Peut-on changer celui par qui
le changement est arrivé. Dites-vous, son Excellence Paul Biya est droit dans ses bottes et nous avons l'habitude de dire, il ne va pas faire la politique spectacle. Parce que Bantou que je suis, dans mon village, je sais que quand on est parent, on a des enfants, ce sont les enfants qui vont chercher de l'eau à la rivière. Si vous voyez un parent qui va à la rivière chercher lui-même de l'eau, c'est un sorcier. Si vous voyez un parent qui va à la rivière chercher lui-même de l'eau, c'est un mauvais voisin, parce que même les enfants du voisin ont peur qu'ils ne le mangent. Parce que le président Paul Biya a un ancrage politique sûr. Nous ne réfléchissons pas en termes de l'extrême nord, en termes du nord, nous réfléchissons en termes du Cameroun. Et nous autres sommes sur le plateau, nous sommes sur le terrain pour relayer le message de l'homme lion. Et au soir du 12 octobre, en 97, c'était la fête avant la fête. C'était le slogan de l'élection du 12 octobre 1997. Et l'histoire va se répéter. C'est des signes des temps, la fête avant la fête. Dieudonné Somba, cette requête d'Akeremouna, du bâtonnier. Les préoccupations posées par Maître Akeremouna avaient déjà été débattues. Mais dans tous les médias, l'âge du chef de l'État, son absence, beaucoup de Camerounais ont souhaité qu'il ne se représente plus. Mais bon, ça a été décidé. Son parti et ses partisans ont décidé. Et là... Est-ce que le Conseil aurait pu créer un événement? Le problème est que le Conseil voulait des arguments juridiques, un dossier par exemple médical. Donc même si les membres du Conseil pensent comme Maître Akere, c'est des juges, donc ils ne peuvent pas trancher sur des bases sans pouvoir motiver leur décision. Donc, tel que ça s'est présenté, il était difficile de motiver la décision, disons de motiver l'exclusion du président Biya. Même si nous pensons que le bon sens aurait voulu qu'il se retire en faveur d'un de ses membres plus jeunes. Mais ça, ce n'est pas un argument juridique. L'argument juridique, c'est c'est nos connaissances là-bas. D'accord. En tout cas, merci. Merci au PURC d'être passé. Dites bonjour à Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire de ce parti. Merci au FSNC. Et dites bonjour au ministre Chiroma. Merci, merci à vous. Vous direz bonjour à qui? À tout le monde. Non, pas celui que vous ne voyez pas quand même. Et c'est vous qui dites que vous ne le voyez pas. Qui vous dit que moi je ne le vois pas? L'un de ces ministres a dit qu'il ne le voyait pas. Vous dites? L'un de ces ministres a dit qu'il ne le voyait pas. Et vous le croyez? Honnêtement, regardez la caméra. Vous croyez ce qu'il dit? Oui, je le crois. Pendant 20 ans? Ouais, c'est ce qu'il a dit. Le secteur privé qui porte la croissance du point de vue opérationnel. Lorsque ceux qui ont les missions opérationnelles, les missions de terrain, ils sont encravés dans leur marge de manœuvre par l'acteur stratégique, soit par négligence, soit par obstruction même volontaire et autres, soit par non-continuité de son action. On se retrouve avec une situation où, justement, le développement ne peut plus effectivement se réaliser. Donc, le cri du secteur privé, c'est comment le gouvernement, de toute manière le Cameroun, a adopté un modèle dans lequel on a spécialisé les acteurs. La spécialisation des acteurs veut donc que l'État reste à son niveau de stratège et régulateur. Autrement dit, l'État doit favoriser la bonne loi, favoriser la bonne gouvernance, construire les infrastructures, accompagner le secteur privé. Voilà la spécialisation. Maintenant,
le secteur privé, lui, doit se déployer sur le terrain pour réaliser l'emploi, réaliser la croissance, lutter contre la pauvreté, équilibrer la balance courante, renforcer la croissance. Mais cet acteur, en dépit de sa bonne volonté, est paralysé. Voilà le discours très clair du secteur privé. D'accord. Et ce discours s'adresse donc à tous les potentiels gouvernements, que ce soit le gouvernement actuel qui veut rempiler, ou alors que ce soit un autre gouvernement qui aspire à va le battre, qui pourrait le battre le 12 octobre aux élections. Donc, le secteur privé, il dit, c'est lui qui va prendre le pouvoir, doit comprendre à peu près quels sont les enjeux. D'accord. Serge Alain Godon, il est essentiel que, là je cite le communiqué du GECAM, que les priorités des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité soient prises en compte de manière concrète et ambitieuse par les candidats. À quelle proportion vous pensez que cela a été possible jusqu'ici? Bon, d'abord, à mon sens, le communiqué du GICAM, voilà, cette prise d'opposition ne va pas assez loin. Elle me paraît rester plutôt superficielle sur un certain nombre de questions critiques, c'est-à-dire que de dire les priorités du secteur privé doivent être prises en compte. C'est quoi les priorités du secteur privé? Il faut les lister, il faut les identifier. Ça ne me paraît pas être comme ça, faire des formules, etc. Le GICAM est dans son rôle et a cette tradition de se constituer comme un groupe de pression à l'endroit de l'État pour l'inciter, voire l'obliger à optimiser un tout petit peu les politiques publiques qui sont mises en œuvre au bénéfice de la population, au bénéfice du secteur productif. Et il y avait un cadre institué pour établir ce qu'on appelait dans le dialogue secteur public-secteur privé, qu'on appelait le Cameroun Business Forum, qui était une instance qui était organisée par les services du Premier ministre, qui se tenait en règle générale en début d'année de chaque année. Mais cette réunion-là a été démantelée en 2020 du fait originellement du Covid, et cette réunion-là n'a plus jamais été instituée. Et nous avons vu le GICAM cette année-ci se constituer, organiser à Yaoundé un grand forum, il me semble que c'est au mois d'avril, un grand forum économique où il a rassemblé toute une série d'acteurs publics et privés. Mais l'idée, c'était fondamentalement de faire, d'une certaine manière, ne serait-ce que par la tenue de cette réunion-là, de faire le reproche au gouvernement de dire « nous avons besoin d'un espace où nous pouvons vous renseigner sur nos préoccupations, vous renseigner sur nos attentes, vous renseigner sur les déficits courants de l'économie camerounaise, mais nous n'avons plus ce cadre-là. » Donc cette réunion a été présentée comme ayant eu beaucoup de succès, tout au moins par sa participation. Il y a eu une dizaine de ministres qui étaient là, etc. C'était très bien. Mais il faut qu'on se ramène finalement au fond des choses. La constatation que chaque Camerounais, il n'a pas besoin d'être un économiste ou quelqu'un d'extrêmement érudit, la constatation que chaque Camerounais se fait, c'est que l'économie ne fonctionne pas bien. Ne serait-ce que parce que l'acquisition des services publics élémentaires n'est pas faite, ne serait-ce que parce que ce qu'on appelle en comptabilité la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire que les immobilisations, c'est-à-dire que les investissements ne se font pas lorsque vous êtes dans une ville comme Yaoundé ou que vous êtes dans une ville comme Douala. De manière tangible, vous ne voyez pas la transformation du paysage par l'ajout de nouvelles pièces, de nouveaux immeubles, de nouvelles routes. Au contraire, vous voyez une diminution à la fois quantitative et qualitative des pièces existantes par la dégradation, par le manque d'entretien, par toutes sortes de destructions qui se produisent ici et là. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut que préoccuper les gens. Mais maintenant, si on va dans les chiffres, vous vous rendez compte de ce que la situation est encore plus dramatique. Entre 2000, les Camerounais ne savent peut-être pas ou ne se renseignent pas assez sur ce type de questions. Lorsque nous partons de 2024 à 2025 sur le budget public n'a augmenté que de 39 milliards. Si vous dites que nominalement, la croissance du pays, c'est autour de 4%,
si vous dites nominalement la croissance est de 4%, ça doit se refléter par le volume de recettes que l'État collecte. Mais l'État du Cameroun en est à collecter pour l'année 2024, tout en projetant en 2025, 5 300 milliards de recettes fiscales. À la fois la fiscalité aux portes et la fiscalité. 5 300 milliards, on est à moins de la moitié des recettes internes collectées par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est 12 000 milliards. Nous, on est à 5 300 milliards. Donc, de manière tangible, et on a bien vu ces dernières semaines que le gouvernement, le président de la République a signé une autorisation de levée d'une nouvelle fourchette de financement pour à peu près 900 milliards. C'est bien la preuve de ce que les recettes internes, donc la production interne de richesse n'est pas suffisante pour faire fonctionner le pays et on va être contraint à un recours de plus en plus important vers les emprunts. Mais là aussi, la pente est raide parce que si on va sur les emprunts, nous avons déjà un taux d'endettement qui frôle les 50%, il est autour de 47% si mes souvenirs sont bons. On est autour de 17 000 milliards de dettes publiques. Et là, c'est la dette structurée. Je n'ai même pas parlé de la dette non structurée. C'est-à-dire que la dette non structurée, c'est tout ce qui n'est pas nécessairement répertorié dans la comptabilité publique. Vous avez par exemple la dette aux entreprises privées. Je me souviens que le ministre des Travaux publics indiquait que la dette constituée de l'État vis-à-vis des entreprises du secteur des travaux publics est d'autour de 500 milliards. L'État du Cameroun traverse chaque année avec des restes à payer d'à peu près 500 milliards. Donc c'est quand même des choses qu'il faut regarder de près parce que au plan purement comptable, on appelle ça un dépôt de bilan. Mais et au vu de l'environnement, du contexte camerounais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il est possible de remonter la pente? Disons que nous avons accumulé, hélas, une série de difficultés, une série de lacunes qui rendent la situation, chaque jour qui passe, de plus en plus insoluble. Moi, je ne suis pas certain que sur l'année qui vient, que nous serons même seulement à mesure d'atteindre le volume de recettes fiscales de l'année dernière. Je ne suis absolument pas certain. C'est-à-dire que quand vous avez... on n'a pas besoin d'être un type très, très génial pour savoir ces choses. Je parlais tout à l'heure de la région de l'extrême nord. Lorsque vous enlevez une région de ce type-là qui a 6-7 millions de personnes dans la surface de consommation, dans la génération des biens publics, dans la génération de la production, et que vous criminalisez complètement une région de cette... Parce qu'on parlait tout à l'heure du paiement des rançons. Mais l'État paye des rançons là-bas à toute une série de personnes. C'est-à-dire que quand vous laissez se développer le trafic du carburant, par exemple, ou le trafic des faux médicaments, en réalité, vous payez des rançons. Vous payez des rançons à toute une série de gens qui vont se mettre sur des niches d'activité, qui vont s'approprier ces niches d'activité, qui vont criminaliser l'économie et qui vont vivre de manière relativement et qui vont paupériser les autres. C'est ça exactement. Parce qu'on parle de paiement de rançon, on se dit non, il va y avoir des groupes d'enleveurs d'otages et tout ça. Mais l'État, en réalité, paye des rançons comme ça. Donc, vous avez comme ça 6-7 millions de personnes que vous sortez en fait du circuit de production. Lorsqu'on produit des pâtes alimentaires, du savon à Douala et tout, vous n'arrivez pas à faire monter un camion. Vous ne pouvez pas, vous pouvez être un entrepreneur qui va établir la durée du roulement de votre camion de Douala à Kousséri. Le secrétaire général de la présidente de la République a été fort mal reçu à Kousséri lors de son arrivée à Kousséri le 15 février, si mes souvenirs sont bons. Entre autres parce que les gens disent mais quand même, on ne peut pas être coupé comme ça de la conscience nationale, on ne peut pas être coupé des circuits de production sans qu'il n'y ait rien. On a prévu depuis 2014 la route Mora-Dabanga-Kousséri est présentée comme une route d'urgence. Moi, j'ai fait cette route-là déjà en 2014, personnellement. Moi, je faisais une étude de la Banque mondiale, je suis allé jusqu'à Kousséri, etc. Je roulais ce chemin. Déjà en 2014, elle était absolument inimaginable. Et j'ai du mal à penser que nous sommes aujourd'hui en 2025. C'est-à-dire que 10 ans après, le président a créé en 2017 un comité d'urgence pour le développement de la région de l'extrême nord. On a constitué un groupe de travail, etc. à Yaoundé. Mais ce n'est pas normal que de 2017, que la première réunion de mobilisation de financement ne soit faite qu'en avril 2025, qu'on annonce nominalement 1600 milliards. Je reprends les termes du ministre de l'économie. Il a dit la fourchette du financement pourrait faire 1600 milliards. Mais bon, là, nous sommes à peu près sûrs, je reprends ces termes, nous sommes à peu près sûrs d'avoir mobilisé 1600 milliards, mais il y a déjà 600 milliards sur la table. Bon, d'accord, il y a 600 milliards sur la table. C'est pour financer quoi? Nous avons 4 priorités aujourd'hui sur l'économie camerounaise. Nous avons la priorité du système logistique dans son ensemble, au sein duquel
la route occupe une place prépondérante. Ça, c'est la première priorité. Et quand je faisais le reproche au communiqué du GICAM sur son manque de clarté, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si on a 124 000 km de linéaires routiers, où on dit 7% à peu près est bitumé, il faut regarder les choses sérieusement. Moi, je suis parti la semaine dernière entre Bertoua et Garoua-Boulaye. Bertoua-Garoua-Boulaye, sur le tronçon, moi je partais samedi, le ministre il lançait une campagne de santé, moi je partais là-bas, voilà, assister un peu à ça. Et sur le chemin, il y avait 5 grands camions qui étaient renversés. Parce que la route 260 km entre Bertoua et Garoua-Boulaye n'est pas fonctionnelle. Or, elle est répertoriée comme une route bitumée. Il y a un camion de vaches qui s'est renversé devant nous. Hein. Donc, vous avez des routes comme ça, vous avez des tronçons qui ne sont pas... Mais on dit, c'est dans le... Donc, vous avez la priorité logistique. Il faut prendre au sérieux la question des 124 000 km de linéaires routiers, essayer d'augmenter la proportion. L'année dernière, le président a dit, on a bitumé 700 km de route et tout ça. Il faut monter à 1000 km de route bitumée de manière tangible par an. On peut se donner ce défi et on peut l'atteindre. Donc, la question logistique, la énergétique. Eneo présente le chiffre de 75 ou 77% de la population camerounaise qui est désormais concernée par l'électricité. C'est très bien. Mais quelle est la qualité de cette énergie-là? Mais quand vous êtes à Douala aujourd'hui, d'ailleurs les gens de Douala ne se plaignent même plus. Parce qu'à Douala, devant chaque maison, devant chaque boutique, il y a un groupe électrogène. Ça ne fonctionne pas et tout le monde sait que ça ne fonctionne pas. Troisième priorité, la question de la digitalisation, de la numérisation. Il faut passer, pour optimiser les procédures, nous devons passer à une administration électronique. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait et on ne fait rien. Bon, des éléments qui sont contenus également dans le communiqué du GECAM, qui vous dit par exemple depuis plusieurs années, le secteur privé a joué son rôle de pourvoyeur d'idées à travers de nombreuses propositions. Il a contribué. C'est vrai. Il a contribué à identifier des leviers concrets. Il y a le livre blanc du GECAM pour améliorer l'état des infrastructures. Tiens, vous en parlez. Il promouvoir l'industrialisation, soutenir l'entrepreneuriat formel, renforcer la compétitivité de l'économie et améliorer la gouvernance économique. Je crois que voilà certains éléments sur lesquels le GECAM s'appuie quand même. Et pour répondre à votre préoccupation, Serge Alain Godin, oui. Mais pourquoi le secteur privé se présente aujourd'hui pour ressortir avec vous Dieudonné Somba ne l'a pas dit exactement comme ça, comme un adversaire du pouvoir établi? Non, disons que le secteur privé ne va pas lui-même au bout de ses logiques. Hein. L'une des questions essentielles de mon point de vue sur lesquelles il faut travailler, c'est la question d'une vraie libéralisation de l'économie camerounaise pour la rendre plus concurrentielle. En fait, l'économie camerounaise est une économie structurellement de rente. Lorsque vous regardez toutes les entreprises qui ont un profil un tout petit peu de prospérité ou un minima de stabilité, elles sont toutes des entreprises de rente. Vous n'avez guère que des positions, si ce n'est de monopole ou de duopole ou d'oligopole. Enfin, vous n'avez que des situations de ça. C'est-à-dire que sur la téléphonie, c'est un oligopole. Sur le sucre, c'est un monopole. Sur l'électricité, c'est un monopole. Je dis bien l'ensemble des structures qui ont une taille, une visibilité à peu près acceptable sont toutes en situation de monopole. Donc, le secteur privé doit lui-même œuvrer, promouvoir une amélioration de la concurrence, parce que c'est l'amélioration de la concurrence, c'est la création de structures institutionnelles de concurrence qui vont faire venir ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. C'est-à-dire que les investissements directs étrangers ne vont venir que si effectivement ils se rendent compte de ce qu'il y a un marché, à minima un marché national ou au mieux un marché sous-régional qui vont faire en sorte que les produits et services qu'ils vont proposer vont pouvoir rencontrer une offre, il va y avoir du dépassement, il va y avoir de la concurrence. Donc le secteur privé ne peut pas fondamentalement être un partenaire du gouvernement, pour revenir à votre question, parce que le gouvernement, dans ses systèmes d'administration de la société, ne fonctionne pas comme un bassin de recueil d'idées, de recueil de propositions, de mise en articulation de récits qui sont différents, et pour essayer de sortir en fait de manière synthétique en fait des propositions qui permettent de sublimer la société. Le gouvernement fonctionne de manière générale, l'État fonctionne de manière générale en système oppositionnel systématique vis-à-vis de l'ensemble de ceux qui sont susceptibles de l'approvisionner d'idées, d'imagination, de réflexions qui peuvent et ça se voit de manière tangible. C'est pour ça que
Est-ce que ça pourrait changer si on... Je l'espère, mais je veux dire, Philippe Boni, nous ne pouvons pas, 65 ans ou plus après les indépendances, avoir des problèmes basiques de ramassage des ordures. Si on a des problèmes de ramassage des ordures, c'est parce que l'imagination qui est la nôtre, pour solutionner un problème aussi élémentaire, on ne peut pas avoir des problèmes de nid de poule. Si on a des problèmes de nid de poule, c'est parce que en fait, le système de captation de l'intelligence collective, de mise en chimie de l'intelligence collective pour sortir la chose synthétique qui nous permet de progresser n'est simplement pas disponible. Et il est visible, il est objectif, il est compréhensible que nous ayons les problèmes que nous ayons sur l'ensemble des éléments constituant notre société. D'accord. Fatimato Mimche, l'OGECAM dit dans son communiqué, relève dans son communiqué de nombreux obstacles à la performance de l'économie. Déficit d'infrastructures, complexité et lenteur des procédures administratives. Il dit par ailleurs pression fiscale excessive, accès insuffisant au financement et des pratiques de corruption excessive. Comment une économie peut se développer dans un tel environnement, sachant que le régime qui gère tout ça aujourd'hui, c'est le régime dont vous êtes la militante du parti politique. C'est vrai que le GECAM n'a pas indexé formellement un parti politique ou un régime. Tout à l'heure, M. Jedoma dit qu'il restait insatisfait par rapport à l'élaboration. M. Godon, M. Godon, oui, par rapport à l'élaboration des priorités du GECAM. Mais moi, je dirais en tant que politique, je reste